à tous, je suis Elie Boukaya, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis accompagné par Alexandra. Merci Elie. Ravie également d'être avec vous. Donc on va débuter cette keynote. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'était déjà d'évoquer avec vous, avant de parler d'e-retail, mais on va venir bien sûr sur le sujet. C'était important pour nous de revenir sur une notion qui est fondamentale et qui doit être au cœur de nos réflexions, c'est le parcours shopper. Et c'est assez basique, mais assez essentiel aussi de se rappeler que l'ensemble de nos actions aujourd'hui, de nos réflexions doivent être orientées clients. Qu'on soit distributeur, qu'on soit marque, qu'on soit régie ou encore agence ou partenaire technologique, pour avoir la bonne réponse, il faut qu'on prenne en compte l'ensemble des variables que sont les différentes étapes du parcours client et également les différents canaux de contact. Chez Fnac Darty, aujourd'hui, on a un client sur deux qui est omnicanal. Très clairement, l'omnicanalité, ça fait partie intégrante de notre ADN. C'est un élément qui est central chez nous. On est une enseigne historiquement physique, avec un groupe de distribution physique, un réseau d'à peu près 600 magasins sur le territoire français, ce qui représente encore 80% de notre activité et de notre chiffre d'affaires. Et bien évidemment, on a développé depuis nos activités digitales avec plus de 20 millions de visiteurs uniques en moyenne par mois, ce qui nous positionne comme le deuxième groupe de distribution français. Et quand on parle de parcours shopper, c'est aussi important de se rappeler qu'ils sont multiples. Il n'y a pas un seul parcours, mais il y a autant de parcours qu'il y a de clients différents. Chacun va choisir à chaque étape le canal de son choix en fonction de son besoin. Et un client, d'ailleurs, il n'est pas obligatoirement, il n'a pas forcément un seul canal de prédilection. Il va pouvoir varier en fonction, en général, souvent du critère quand même impliquant du produit qui est recherché. Donc, comme vous pouvez le constater, ça c'est une étude qu'on a menée auprès de nos clients. Le parcours majoritaire chez Fnac Darty, c'est le repos. Donc, c'est le fait de rechercher en ligne et d'acheter son produit en magasin. Mais l'essentiel à retenir sur l'ensemble de ces données et sur l'ensemble des parcours, c'est qu'il y a 3/4 des parcours aujourd'hui chez nous qui sont initiés par une recherche en ligne. Et ça, c'est vraiment l'élément fondamental qu'on voulait rappeler, c'est que quel que soit le canal final de l'achat, la place du digital, elle est centrale aujourd'hui au moment de la recherche. Alors forcément, question du moment que tout le monde se pose et très clairement qui est assez légitime, hein, et on est les premiers aussi forcément à être très concernés par le sujet, c'est est-ce que le Covid, ça va changer structurellement les habitudes de consommation et ça peut potentiellement remettre en cause l'omnicanalité. Donc, on s'est posé également la question et pendant le confinement, on a eu des premiers éléments également de réassurance. Hein, c'est que la Fnac, c'est déjà l'enseigne qui manquait le plus aujourd'hui aux consommateurs français. Ça, c'est une étude du CSA et pour le coup, le CSA ne s'est pas trompé quand à l'ouverture, à la réouverture des magasins le 11 mai, on a vu les longues files d'attente qu'on pouvait avoir et on a vite été rassurés sur le fait que les consommateurs, ils étaient présents et que ils attendaient et ils plébiscitaient toujours autant, pour le coup, le canal magasin. Et du coup, le premier constat qu'on a pu faire en post-confinement, c'est que ça reste le canal aujourd'hui le plus plébiscité par nos clients, même en post-Covid. Pour y arriver, on a dû, bien sûr, réinventer un petit peu, transformer le magasin. Le transformer, alors il y a bien évidemment les mesures sanitaires qu'on a mis en place. Donc, ça passe par des welcomers à l'entrée du magasin pour accompagner les flux de trafic. Ça passe par, bien sûr, des dispositifs de marquage au sol, le fait d'avoir des masques systématiques pour nos employés. Donc, voilà, toutes les notions sanitaires, mais ça passe aussi fortement par les services qu'on va proposer aujourd'hui, donc des services qui existaient déjà ou des services qu'on a développés ou adaptés spécifiquement dans le contexte du Covid. Donc, c'est notamment, par exemple, une solution comme PNGo, qui permet aujourd'hui de scanner, de payer directement vos articles via l'application mobile. Et donc, c'est la promesse de ne pas passer en caisse, ce qui, on le sait, est
irritant potentiel aujourd'hui pour nos clients, et encore plus dans le contexte du Covid. On a également mis en place des dispositifs de coupe-fil. Donc là, c'est une sorte de fast-pass, entre guillemets, qui vous permet de réserver en ligne un créneau pour pouvoir venir en magasin sans avoir cette problématique de file d'attente. Et puis, on a fait évoluer le Click and Collect. Le Click and Collect, c'est l'un des services qui est le plus central pour un retailer comme nous, omnicanal, que ce soit chez Fnac ou chez Darty. Ça fait vraiment partie, je vous le disais, des services qui sont liés à l'ADN de l'omnicanalité, et on l'a fait évoluer vers un Click and Collect sans contact. Et on voit que ce genre de service aujourd'hui, on peut remarquer que c'est le service qui a doublé suite au confinement. Donc, on fait x2 sur le volume d'achat en Click and Collect. Et c'est notamment l'un des services qui permet de mieux illustrer, je pense, aujourd'hui, la convergence, le meilleur des deux mondes entre le mode d'achat online et le mode d'achat offline, tout en supprimant, on va dire, un petit peu les inconvénients qui sont générés par la crise sanitaire. Le deuxième constat qu'on a pu bien sûr tirer pendant cette époque Covid, confinement, c'est que le digital, il a renforcé sa position centrale. Nous, on a une conviction aujourd'hui, c'est que l'omnicanalité, vous l'avez compris, restera forte, mais pour autant, la part du digital s'accroît et continue à s'accroître même après la réouverture des magasins. Quelques chiffres pour illustrer tout ça. On a gagné pendant la période du confinement 1 million de clients supplémentaires sur nos écosystèmes digitaux, et on a un chiffre d'affaires e-commerce qui a été doublé. Voilà. Donc, ça vous permet de situer un petit peu quand même la mesure sur l'impact e-commerce pendant la période au sein de nos écosystèmes. Et donc, pour revenir et synthétiser un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, vous l'avez bien compris, le digital, ça reste un point de contact, et encore plus aujourd'hui, je pense, un point de contact incontournable pour interagir avec le consommateur, et notamment par le biais de nos solutions e-retail qu'on a développées avec le support de la plateforme Criteo, et sur lequel on va revenir avec Elie. Merci Alexandra. Oui, effectivement, durant le confinement, on l'a bien vu, quand tout le monde était devant son ordinateur pour faire ses courses, c'était l'endroit privilégié pour les marques pour interagir avec leurs consommateurs, et le retail média était là pour ça. On a la chance d'accompagner Fnac Darty et Retail Link depuis de nombreuses années en fournissant nos solutions. Juste pour rappeler, la mission chez Criteo, c'est de fournir la plateforme retail média la plus aboutie à tout l'écosystème retail média, c'est-à-dire à la fois les plus grandes marques et les plus grandes enseignes. Aujourd'hui, notre technologie est pluguée sur plus de 200 retailers à travers le monde. Les solutions qu'on propose, elles se veulent 100% intégrées dans le parcours d'achat, et elles permettent aux marques à la fois d'accéder à un inventaire ultra qualifié et d'interagir avec le consommateur de manière totalement native, totalement intégrée. Et ça à un moment clé de leur moment de shopping. On peut l'illustrer avec un cas assez emblématique, qui est le cas iRobot, qui est une campagne qui a tourné l'année dernière, il me semble, sur les sites Fnac Darty. Je vais laisser Alexandra nous en dire un peu plus. Merci. Donc, en effet, cette campagne, et vous aurez l'occasion de pouvoir échanger également avec Cécile, qui sera présente avec nous de iRobot lors de la table ronde. Cette campagne, on l'a menée avec iRobot en fin d'année 2019, donc sur le S2. C'est une campagne du coup qui a duré 6 mois, sur laquelle on a mis en place deux niveaux de stratégie, ce qu'on va appeler une stratégie fil rouge, avec du coup une présence constante pour la marque sur les intentionnistes, plutôt bas de funnel, et une deuxième stratégie plus burst qui s'appuie sur nos temps forts commerciaux, et notamment sur la période Black Friday et Noël, avec une part de voix plus forte et une visibilité un petit peu plus haut dans le funnel sur des intentionnistes un petit peu plus larges. Et sur cette campagne, on a activé deux solutions e-retail, donc on-site sur l'environnement de darty.com. On a activé le format flagship et le format search natif. Peut-être un mot sur ces deux formats, Alexandra. Sur la partie de gauche, donc vous voyez le format flagship, qui est un format très visible pour les internautes qui font leurs courses. C'est un format qu'on aime beaucoup, parce qu'il offre à la fois sur la partie de gauche un espace de communication, branding pour la marque, pour qu'elle puisse y délivrer le message qu'elle souhaite. Et sur la droite, un bloc totalement natif. On pourrait croire que c'est Fnac Darty qui le génère, mais non, c'est les solutions Criteo qui les génèrent,
et on va absorber en temps réel, bon, évidemment la photo, le titre du produit, mais également les ratings en temps réel, le prix en temps réel, et on va offrir la possibilité à l'internaute d'ajouter au panier directement depuis le format publicitaire. Ça, c'est un format qui fonctionne très bien et qui se combine assez intelligemment avec des formats plus tactiques, plus en profondeur dans le parcours shopper. Par exemple, celui-ci qui apparaît lors d'une requête, une recherche sur le site e-commerce et qui permet de faire apparaître en top de résultats, très important, euh, un blog 100% natif, encore une fois totalement reconstitué par la technologie Criteo qui s'inspire du look and feel Fnac Darty. Il y a juste la petite vignette sponsorisée qui précise que c'est une publicité, mais tout le reste est totalement natif. Et évidemment, toujours la possibilité d'ajouter au panier directement depuis le format. Ouais, et pour rebondir sur ce que vient de dire Ellie, il y a un élément important, et vous parlez de top position. Je rajouterais que la position au sein de la liste de résultats, c'est un enjeu de taille pour les marques, surtout quand on sait que 2/3 des clics sont concentrés sur les 4 premières positions de la liste de résultats. Les 4 premières positions, 2/3 des clics, ça vous laisse un petit peu appréhender un petit peu forcément que l'importance de ce que ça peut représenter en termes de business et s'assurer une première position au sein de la liste de résultats, c'est donc mécaniquement, on va dire, maximiser son potentiel de vente. Et d'ailleurs, si on passe à l'aspect performance d'un tel dispositif, parce que l'attrait, je crois que c'était Harry tout à l'heure qui en parlait, mais l'attrait du e-retail, c'est également la mesure, hein, c'est cette capacité de mesure qui est proposée par le e-retail. Alors, sur les ventes e-commerce, bien entendu, mais dorénavant sur les ventes également physiques, sur les ventes magasins, cette capacité à réconcilier une exposition digitale à un achat magasin, ce qui est quand même assez récent pour le retail média. Et vous voyez d'ailleurs dans le cas concret d'iRobot, ça nous permet de doubler en fait la performance e-commerce pour obtenir un ROAS global sur la campagne de 8. Ça veut dire que 1 euro investi par iRobot dans le cadre de ce plan média lui a permis de générer 8 euros de chiffre d'affaires sur l'écosystème d'Arpity.com. C'est un bel exemple de ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de créativité, d'interactivité, de capacité de mesure avec les dispositifs retail média. Voilà, c'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et avec Alexandra, on voulait se poser la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire demain, à quoi on doit s'attendre, quels sont les futurs de l'e-retail média dans les mois et années à venir. Mais avant de savoir où on va, on voulait se poser 30 secondes sur bien comprendre d'où on vient et comparer le média et le retail média qui de loin ont l'air d'être deux industries qui sont totalement identiques, mais en fait n'en est rien. Il ne faudra pas confondre un retailer et un publisher, un shopper, un internaute, un fournisseur, une marque et l'animation commerciale versus la publicité. C'est des notions qui semblent identiques, qui semblent obéir aux mêmes règles, mais en fait, il n'en est rien. Et pour une raison assez simple, c'est que ces deux industries qui se sont créées de manière différente, avec un cheminement inversé. C'est le média qui a imposé ses normes, les formats IAB, les taux de négociation, les KPIs de mesure de la visibilité aux publishers en transférant des budgets offline vers le online alors que le digital était en train d'émerger, d'exploser. Le retail média, c'est différent. Le retail média, c'est une industrie qui s'est construite sur un écosystème de retailers qui était déjà là, qui était existant et qui travaillait déjà avec des marques en faisant des opérations d'animation commerciale en magasin, les têtes de gondole, etc., les stop rayons. C'est des dispositifs qui existaient déjà. Les retailers communiquaient déjà, s'appuient déjà sur des dispositifs de marque pour faire des activations d'animation commerciale. Et c'est les retailers qui ont imposé leurs normes. Ils ont voulu des formats 100% intégrés dans le parcours shopper. Ils ont voulu maintenir une politique de pricing premium à juste titre puisqu'on est évolué dans un contexte premium et garder la main sur la granularité des reportings avancés qu'ils souhaitaient partager avec les marques. Donc, deux industries qui se sont construites de manière indépendante. Et si on y regarde d'un peu plus près, c'est un écosystème qui est relativement complexe, plus complexe finalement que l'univers média. Parce que quand on évolue sur un site de retailer, il faut bien comprendre qu'on doit gérer des promotions en temps réel, des stocks qui varient d'un magasin à un autre,
craquer la mécanique d'ajout au panier directement depuis un format publicitaire et de faire communiquer la publicité avec le site, c'est vraiment pas trivial. La gestion des ID produits, voilà, je ne vous fais pas toute la liste, mais il y a vraiment un écosystème vraiment complexe à craquer. Et, comme si ce n'était pas assez simple, on parle de retailer, mais en fait, un retailer, ça peut prendre plusieurs formes. Il y a les retailers pure player et les click and mortar, il y a les enseignes, les marketplaces, il y a les acteurs alimentaires et non alimentaires. Rien que ce dernier point, ça donne des mécaniques totalement différentes. L'alimentaire a développé une logistique de drive par entrepôt et le non alimentaire, comme Fnac Darty, a beaucoup moins d'entrepôts et a plutôt une logique d'acheminement, soit en livraison, soit en click and collect, comme Alexandra nous en a parlé. Donc logiquement, quand ces retailers-là ont souhaité commencer à monétiser leur inventaire et leur data, ils se sont tournés vers les plateformes d'ad serving, d'advertising qui existaient déjà, parmi lesquelles Google, Smart, AdNexus, OpenAdStream et tant d'autres. C'est des technologies qui fonctionnent très bien pour délivrer de la publicité et permettre à un publisher de monétiser son inventaire. Mais quand il s'agit de craquer les challenges du retail média, c'est des plateformes qui ont envie de trouver leurs limites. Et la nature ayant horreur du vide, il y a pas mal de boîtes, surtout des startups françaises, soyons-en fiers, qui ont émergé et qui permettent de fournir aux marques et aux retailers des solutions pour craquer tous ces challenges. Parmi elles, Budgetbox, Alchemix, Data Impact, je pourrais aussi citer Lengo, Miracle, Criteo évidemment. Et beaucoup de ces boîtes se sont créées sur cet appel d'air pour fournir au retail média des technologies designées pour le retail média. À présent qu'on sait d'où vient, posons-nous la question de savoir à quoi on doit s'attendre demain. Le premier point, c'est on s'attend à un retail média plus mature. Aujourd'hui, les retailers ont pris beaucoup de muscles et savent exactement ce qu'ils veulent en termes de technologie pour animer leur site, que ce soit avec des technologies de sponsor product, des technologies display. Ils ont vraiment une fine connaissance de ce qu'il est possible de faire technologiquement. Et surtout, ils ont besoin d'outils pour comprendre comment fonctionne la consommation publicitaire sur leur site, comprendre les interactions des shoppers avec les formats publicitaires pour constituer leur offre retail média qu'ils vont ensuite adresser aux marques. Deuxième point, c'est on s'attend à un retail média qui est plus standardisé, plus interconnecté, toujours pour servir l'omnicanalité. Par plus standardisé, on s'attend à des normes un peu plus standards sur le marché pour que les marques qui veulent activer un plan de retail média, non pas sur un retailer, mais sur plusieurs retailers, puissent avoir des modes d'achat unifiés, des formats unifiés, standardisés avec les mêmes spécifications techniques, avec des reporting unifiés. Il faut qu'une vente attribuée selon tel critère, ça soit cohérent entre les différents retailers sur lesquels elle souhaite communiquer, sinon ça n'a pas de sens, ça ne peut pas comparer. Et enfin, l'un des points les plus importants, on s'attend, et de toute façon, le retail média se doit d'être plus ouvert. Les retailers et leurs régies, qu'elles soient internes ou externes comme Retail-Link, elles vont continuer à vendre aux marques des plans d'activation retail média. Mais à l'avenir, si elles veulent scaler leur industrie et aller chercher des budgets incrémentaux, et par budget incrémentant, j'entends des budgets un peu plus inattendus comme des budgets télé, des budgets search, ils vont devoir ouvrir leur inventaire et donner plus de transparence aux marques qui vont acheter leurs plans. Et pour ça, il y a deux méthodes qui fonctionnent très bien et qui ont fait leurs preuves par le passé avec le programmatique. C'est les interfaces self-service auxquelles les marques et les agences pourront se connecter, et c'est les connecteurs API qui permettront aux retailers de connecter en API leur inventaire à différentes sources de demande. Amazon a très bien fait. Aujourd'hui, leur inventaire est accessible en Open API à des dizaines de partenaires tiers. Le retail média a énormément de potentiel. On peut faire beaucoup de choses. C'est une industrie qui reste encore naissante et il y a une capacité de scalabilité qui est énorme. On n'y arrivera que si on n'oublie pas d'où on vient et ce qui fait l'ADN du retail média en termes de créativité, d'agilité et d'interactivité. Pour ça, on va avoir besoin de plusieurs choses sur le chemin. On va avoir besoin de technologies programmatiques indépendantes et neutres. Pour nous, c'est clé, c'est un facteur clé de succès qui permettra aux marques et aux enseignes d'avoir un partenaire technologique neutre pour les mettre en relation. Et également qu'il y ait des normes marché qui puissent émerger et permettre une fluidification du business entre les différents intervenants de cet écosystème. Et je rajouterais deux éléments à cette conclusion. Ça sera important également qu'on puisse
préserver le relationnel assez spécifique entre retailer et marque, on l'a vu tout à l'heure, en tant que dans l'univers du retail média, on n'est pas sur un univers de publisher traditionnel, donc la relation est différente et elle doit être préservée parce qu'elle est dans un optique de business, mais tout en conservant et en facilitant également cet accès à l'inventaire plus ouvert, comme le disait Élie précédemment. Et puis le dernier aspect qui est somme toute pour moi assez primordial, c'est que tout ça doit se faire dans le respect du shopper. Le shopper, il doit être central. Il ne faut pas qu'on oublie que de toute façon, c'est lui qui décide. C'est lui qui va décider à un moment donné d'acheter ou pas un produit et qu'on doit du coup accompagner son parcours. L'animation commerciale, ça doit améliorer le shopping, ça doit s'y intégrer naturellement et pour finir, pour moi, ça doit l'enrichir. Merci à tous pour votre attention. Merci à tous.